Bienvenue sur votre émission du samedi. Vous l'avez compris, nous sommes en direct sur 3 fois www.alcoma.news. Nous démarrons donc notre émission hebdomadaire, l'actu de la semaine. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui de nouveaux invités. Cher Cissé de Agir. Il était censé être là, Monsieur Alioune Sall de PASTEF. J'ai Monsieur Raymond Semedou, donc de l'autre côté, qui participe aussi à cette émission. Donc, top, c'est parti. Donc, 3 fois www.alcoma.news. Et vous nous suivez également sur les réseaux sociaux. Donc voilà, vous nous suivez donc depuis les réseaux sociaux. C'est parti également, donc comme je le disais tout à l'heure, donc j'ai aujourd'hui samedi 6 octobre 2018, comme d'habitude, nous sommes au rendez-vous avec vous pour parler de l'actualité, pour parler également, en tout cas, de ce qui nous préoccupe en tant que diaspora. Donc, j'aurai des analystes, Ousseynou Seck est en ligne, j'ai Raymond Semedou également en ligne, j'ai Cher Cissé qui est avec nous également, donc avec qui représente le parti Agir, avec qui nous allons essayer de parler de son parti. Et je disais tantôt que nous avons également, nous devrons avoir également Alioune Sall de PASTEF pour parler un tout petit peu du programme de PASTEF. Le PASTEF, c'est le parti de Sonko. Pour l'instant, nous ne l'avons pas encore en ligne. Donc, nous espérons qu'au cours de cette émission, M. Sall, effectivement, participera. Mais en attendant, je vais donner la parole à mes invités qui vont se présenter. Et comme ça, on fera un tour d'actualité. Raymond, bonsoir. Raymond Semedou, bonsoir. Bien. Oui, bonsoir Raymond Semedou. Je rappelle à nos auditeurs et auditrices que Raymond est un anthropologue. Aujourd'hui, il est là, il va incarner une casquette d'analyste, mais en même temps de la société civile. Donc, du coup, avec lui, Ousseynou Seck. Ousseynou, bonsoir. Allô, Ousseynou. Oui, allô? Oui, Ousseynou, bonsoir. Bonsoir, Amadou. Bonsoir, tout le monde. Voilà, Ousseynou, en tout cas, merci d'être là. Et je disais tout à l'heure que nous avons effectivement, nous devrons avoir avec nous Monsieur Alioune Sall de PASTEF, également Monsieur Agir, donc qui est là avec nous, le représentant d'Agir, en l'occurrence Cher Cissé. Et puis Raymond Semedou également, donc avec qui nous allons, en tout cas pour les quelques 1h30 que nous allons en tout cas parcourir ensemble, avec qui nous allons essayer de décortiquer l'actualité, de faire un focus en tout cas sur le parti le grand parti à agir comment dire, de Malik Gakou. C'est bien ça, cher? Bonsoir. Non, de Tchernobokoum. Tchernobokoum, voilà. Alors, donc du coup, Tchernobokoum, voilà. Alors je te laisse te présenter, mon cher ami Cissé, à l'attention de nos auditeurs et auditrices. Donc, bonsoir à tout le monde. Donc, je remercie déjà Amadou de me recevoir dans cette émission. Je remercie aussi les analystes qui sont présents. Donc moi c'est Cher Cissé, je suis entrepreneur, je suis expert en système d'information. Je participe à cette émission sous la casquette d'administrateur du mouvement Agir, donc Alliance générationnelle pour les intérêts de la République, dirigée par le président Tchernobokoum. Et voilà, je suis un de ses représentants ici en France. Alors, vous avez bien dit Alliance générationnelle pour l'intérêt pour les intérêts de la République. C'est pas l'intérêt, c'est les intérêts de la République. Hein. Voilà.
Donc il y en a beaucoup d'intérêt en tout cas. Bon, mais en tout cas, c'est intéressant, on va y revenir sur l'appellation déjà. Alors, je vais vous laisser la parole puisque vous êtes l'invité principal de cette émission aujourd'hui. Soit on va commencer par vous déjà, on vous donne en tout cas cette opportunité de pouvoir nous parler un tout petit peu de votre parti, de vos ambitions, en tout cas de la ligne programmatique que vous avez, parce que peut-être que les programmes sont encore en cours de confection, j'imagine. Et donc, mais au moins, vous avez une vision, vous avez une ligne programmatique que déjà nous pouvons parler, si je m'abuse. Donc oui, je vous remercie de me donner cette opportunité de présenter le travail qui est en train d'être fait et qui a été effectué par le mouvement Agir. Donc Agir est un mouvement jeune qui a été créé le 15 décembre 2017. Donc actuellement Agir a 10 mois par Thierno Bokoum et des Sénégalais de la diaspora et de l'intérieur du territoire. Donc réunis autour de valeurs, notamment autour de la volonté commune de sauvegarde des intérêts de la République. Donc par rapport au programme, moi je suis content de vous dire que on s'y est pris relativement tôt. On a consulté les Sénégalais, on a entrepris le travail tôt et aujourd'hui notre programme est sorti depuis le 9 septembre, donc 2018. Ce programme s'appelle PACT, Programme alternatif pour un changement transformationnel. Il est disponible sur notre site. Le programme s'appelle comment, vous avez dit? Le programme s'appelle PACT, D'accord. Plan alternatif pour un changement transformationnel. D'accord. Du Sénégal. Donc ce programme, il a été mis en ligne, il a été mis à disposition et présenté lors d'une conférence par Thierno Bokoum depuis le 9 septembre 2018. C'est un programme qui est disponible et accessible en ligne, notamment via notre site internet agir-sénégal.com, dans lequel vous pourrez y avoir accès et voir tout le travail qui a été effectué par nos équipes et concernant toutes les thématiques en tout cas qui peuvent représenter notre vision et permettre au Sénégal d'espérer. Donc voilà. Alors, est-ce que Agir, vous pouvez nous rappeler, hein, ça c'est important ce que vous êtes en train de dire parce que c'est la première fois que j'entends, en tout cas je ne dis pas que ça n'existe pas, que j'entends en tout cas un mouvement qui dit voilà, j'ai un programme à proposer au Sénégal et donc du coup ce qui rend extrêmement intéressant les discussions puisque les discussions vont tourner autour des propositions que vous faites aux Sénégalais, autour des axes en tout cas que vous pensez être beaucoup plus en adéquation aujourd'hui avec les besoins des Sénégalais. Alors quand vous dites c'est accessible à votre site, ça veut dire Agir, le site c'est Agir, c'est le tiré du 6, c'est ça? Oui, agir-du-6, Sénégal.com. Très bien. Donc, je rappelle à nos auditeurs et auditrices qui nous suivent que nous avons en compagnie ici, cher Cissé, du mouvement Agir, le mouvement de Thierno Bokoum, donc avec qui on va échanger un tout petit peu sur le programme de son mouvement. Je rappelle que Thierno Bokoum est candidat à l'élection présidentielle. Donc, ils ont déjà un programme à proposer aux Sénégalais qui est accessible effectivement sur agir-sénégal.com. Alors, je vous laisse continuer, monsieur Cissé. C'est juste une petite comment dire, voilà, un petit récapitulatif pour permettre à nos auditeurs qui nous suivent de voir un tout petit peu ce qu'on est en train de vouloir s'acheminer. Voilà. Vous pouvez... C'est un élément important parce qu'effectivement, le tout n'est pas d'écrire un programme, de proposer un programme, c'est aussi important d'en parler, de le diffuser. Donc c'est un programme, encore une fois, qui est disponible sur le site agir-sénégal.com et sur lequel vous pouvez continuer à échanger avec nous, notamment les internautes qui nous écoutent, peuvent y aller, lire le programme, échanger avec nous et aussi entrer en contact avec nous si besoin. Donc si vous voulez qu'on rentre déjà dans le programme s'appelle, comme je l'ai dit tantôt, PACT, donc Plan alternatif
pour un changement transformationnel. Donc pourquoi ce pacte-là? Nous avons réfléchi notamment avec les équipes qui ont été chargées de rédiger ce programme-là, mais avec aussi toutes les équipes de terrain qui ont accompagné beaucoup depuis des années dans les descentes de terrain pour aller recueillir les besoins des populations, pour aller voir, se confronter à la réalité des populations. Donc par rapport à toutes ces démarches-là, nous avons fait une synthèse. Nous avons réfléchi à un moyen de proposer aux Sénégalais des mesures, à proposer aux Sénégalais un plan qui permettra de sortir le Sénégal définitivement des problèmes que nous connaissons, hélas, depuis trop longtemps. Donc ce programme qui est le plan alternatif pour le changement transformationnel, la première notion qui interpelle, c'est la notion de changement transformationnel. Donc cette notion-là, un changement transformationnel, est un changement en profondeur, donc qui vise à apporter des améliorations significatives et durables. Donc nous, l'idée, c'est de ne pas proposer juste une succession de thématiques ou de sujets avec des propositions par-ci et par-là. L'idée, c'est de proposer une vision globale, donc un projet dont chacune des composantes est importante et nécessaire pour la réalisation du tout. Donc ce projet-là porte ce qu'on appelle, se traduit par ce qu'on appelle des changements de paradigme sur plusieurs thèmes différents. Donc sur ces changements à profondeur-là, nous, on a identifié un certain nombre de sujets. Donc le sujet qu'on a mis en avant et qu'on considère comme un socle, notamment nécessaire à tout développement économique, social et même politique dans un pays, c'est tout ce qu'on appelle la transformation structurelle de nos institutions. Donc c'est ce qu'on appelle le changement de paradigme institutionnel et politique. Donc ça, c'est le premier sujet qu'on a traité dans ce programme-là, avec un diagnostic qui est fait sur notre système institutionnel et politique, notamment via la justice, via le Cour suprême, via le Conseil constitutionnel, l'Assemblée nationale, les partis politiques. À partir de là, nous sommes passés sur un axe que l'on a appelé changement de paradigme moraux, notamment la bonne gouvernance et l'exemplarité. Donc ça, c'est toutes les mesures qui doivent justement accompagner notre projet et qui peuvent nous permettre de réussir en tout cas ce qu'on a entrepris. Parce qu'on s'est dit que finalement, on a beau proposer un programme avec une 50aine de pages, avec des mesures à toutes les pages, nous réinventons pas la roue. Les problèmes que rencontrent les Sénégalais, c'est des problèmes qu'on a depuis des années et parfois les solutions sont identifiées depuis des années. Donc une des composantes importantes, c'est d'avoir des hommes de valeur qui peuvent appliquer les solutions et qui seront accompagnés dans l'application de ces solutions-là. Donc ça, c'est la thématique 2. Ensuite, nous passons à une chose qui est relativement importante, c'est le changement de paradigme économique. Et pour ça, nous avons pensé une transformation de notre modèle économique. Donc là aussi, nous pourrons entrer dans le détail sur le diagnostic qu'on a posé et sur les propositions aussi que nous avons envie de mettre en œuvre pour permettre au Sénégal de décoller via un modèle économique cohérent et simplifié. Et forcément, l'une des composantes majeures aussi, c'est la partie santé plus éducation pour lesquelles on a aussi fait des propositions. Et enfin, il y a toute la partie ce qu'on appelle le changement de paradigme social et sociétal. Donc là, en tout cas, c'est les 5 thématiques majeures sur lesquelles peut-être nous pourrons rentrer dans les détails et donner les éléments sur chacune de ces thématiques-là. Il y en a d'autres parce que le Sénégal n'est pas que ça. Gérer un pays, il y a énormément d'autres sujets qui sont importants. Donc, ce qui veut dire que nous parlons de diplomatie, nous parlons de défense, nous parlons de la paix en Casamance, donc sur beaucoup de sujets. Mais les 5 thématiques que je vous ai données là, c'est des éléments essentiels qui sont constitutifs de notre programme et qui vont nous aider à propulser le Sénégal vers d'autres rangs parmi les pays du monde. Très bien. Ousseynou, tu as écouté notre invité Cheikh Cissé, hein, ce qu'il dit est extrêmement pertinent, il faut le dire, et je crois que c'est quand même, en l'écoutant en tout cas, on se dit il y a quand même une relève qui est là.
qui est prête quelque part aussi à assumer, le destin, à assumer en tout cas ce qui semble être aujourd'hui sa responsabilité dans le fonctionnement de l'État. Ousseynou, Ousseynou, euh, Raymond, Oui, oui, Raymond, t'as écouté Cher Cissé, hein, en l'écoutant Raymond, sur son programme, tout ça. Moi, j'ai envie de l'interpeller sur un sujet, mais en attendant, je te laisse d'abord, toi, voir un peu quelle lecture, en tout cas, tu en tires par rapport à tout ce qu'il vient de développer comme vision par rapport à son parti. je pense que nous sommes au début du XXe siècle. Donc, fondamentalement, il se pose une question. Est-il possible qu'il y ait une émergence des nations nègres ou qu'il n'y ait pas d'émergence des nations nègres? Je fais référence à Cheikh Anta Diop, une longue histoire des nations nègres, de l'Égypte jusqu'à présent, en passant par les processus d'esclavagisation, de colonisation, de néocolonisation et de domination totale sur tout le continent par des nations étrangères. La démocratie est un trompe-œil. Pourquoi elle est un trompe-œil? Nous n'arrivons pas à émerger. Une multiplication des partis dans notre pays. Je ne dirais pas que c'est un mal, c'est peut-être un mal nécessaire, mais la démocratie n'est pas un apaisement. Quand on regarde l'évolution de notre courbe économique, on se rend compte que ceux qui ont payé le plus cher sont les plus pauvres et continuent d'être encore les plus pauvres, c'est-à-dire les paysans. Quand on prend aujourd'hui dans un pays qui s'appelle le Sénégal, que des militaires soient devenus aujourd'hui, et malheureusement, il faut le souligner, l'attraction principale de la presse. On voit les milliardaires du privé, du public, tout le monde existe 100 milliards. Voilà le système de valeur. Et on avait demandé lors des assises nationales par rapport à ce problème qui se pose à l'Assemblée. Les revenus des paysans en moyenne par an à $600 de revenus, ce qui est quand même très très grave, même dans le 21e siècle. Et pendant ce temps-là, il y a des milliardaires qui gagnent par minute dans le pays presque 5 millions de francs CFA. Et pendant ce temps-là, le revenu du pays n'a jamais changé parce qu'il y a jamais eu, disons, une redistribution. L'économie a été soutenue depuis les indépendances, les mêmes, à savoir la force paysanne. Et donc nous sommes rentrés dans une histoire sans avoir une histoire. Nous sommes rentrés dans l'histoire sans avoir une histoire. Ça, parce que l'indépendance est octroyée. Et non, on nous l'a octroyée. Qu'est-ce que nous avons fait de l'indépendance? Gâchis. Et ce gâchis maintenant, ça se mesure par les multitudes d'enfants qui traversent les océans, le désert, des fois séchés par le soleil, mourant de soif dans le désert. Et ça, c'est l'agonie de tout un peuple. Oui. Malheureusement, Oui. les partis politiques, et je vais venir là-dessus, n'ont pas compris que maintenant, il faut se regrouper, essayer de faire des mouvements d'envergure pour, en tout cas, ce qui nous restera de force, je dis, pour construire le développement, qu'on puisse pas chercher et qu'on lâche un peu, disons, le seul endroit où on peut s'enrichir, qui s'appelle l'État.
y ait d'autres forces créer des richesses dans le pays et que les gens se dirigent vers ces autres forces productives. S'il y a seulement un seul endroit où les gens peuvent s'enrichir, qui s'appelle l'État et l'administration, ben, ça veut dire ce que ça veut dire. Aujourd'hui, le constat est amer. Il y a une multitude de partis politiques et tout le monde pense gouverner et tout le monde pense détourner l'argent public par. Oui. Et c'est, disons, une course effrénée aux milliards sans avoir travaillé. Mais Voilà. justement, je suis d'accord avec le diagnostic que tu fais. Je pense que c'est la chose la mieux partagée, en tout cas. Raymond, tu m'entends? Allô, allô? Raymond, tu as un problème de ligne, apparemment. Raymond, je disais que je suis tout à fait d'accord avec le diagnostic que tu fais parce que c'est ce que la plupart d'entre nous, effectivement, beaucoup de gens ont fait par rapport à la situation du Sénégal. Le fait que la voie de la politique, être élu, être au pouvoir est le moyen le plus simple pour s'enrichir, le moyen le plus rapide pour s'enrichir. Donc, à la limite, aujourd'hui, être politicien au Sénégal, on devient, une fois qu'on est élu, on est milliardaire. C'est incroyable, mais c'est quand même une question, à mon avis, qui en tout cas pour un citoyen normal, et en tout cas pour l'opinion même internationale, c'est quand même quelque chose d'incompréhensible. C'est-à-dire qu'au Sénégal, où, par exemple, vous arrivez au pouvoir tout de suite, vous devenez milliardaire. C'est pas possible. C'est-à-dire, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est des gens. Gagner des milliards, c'est pas par le travail qu'ils gagnent des milliards, c'est être politicien pour gagner des milliards. C'est ça qui est écœurant. Et au même moment que vous remplissez vos comptes de milliards et que vous mettez toutes vos familles, vos enfants et tous vos amis, tout ça à l'abri des besoins, au même moment, il y a les populations qui crèvent pour des questions de santé, pour des questions d'éducation, pour des questions de survie. C'est fou. Alors, Monsieur Cissé, je reviens. Oui, Monsieur Cissé, je reviens avec vous parce que vous avez décliné un certain nombre de visions. J'ai entendu tout à l'heure c'est un cri de cœur, hein, le coup de colère de Raymond qui dépeint, qui a fait une situation, qui a dépeint un tout petit peu la situation de façon générale un peu chaotique et qui forcément n'approuve pas trop du fait qu'il y ait une multitude de partis politiques au Sénégal. Pour quelles raisons? Bon, après, voilà, c'est toujours discutable, mais je crois que c'est le système moi, je ne vais pas plus loin dans ça. Je crois qu'on a un oui. système, malheureusement, qui a favorisé tout ça. Et que, à un Par moment rapport à donné... ça, Ouais, oui, par rapport à ça, moi j'ai déjà quelques éléments. très bien. Donc pour moi, le premier élément, c'est que Monsieur Semedo, donc vraiment, a dit que effectivement, la démocratie peut être un trompe-l'œil. Donc dans notre situation où on est dans un pays où le nombre de partis est juste énorme, et je partage ce constat avec vous. Par contre, ce que j'ai à dire par rapport à ça, c'est que dans une république, les structures qui sont chargées de gouverner, les structures qui sont chargées de collecter l'argent du contribuable et de mettre à disposition de ce même contribuable-là tous les éléments qui vont lui permettre de s'épanouir dans son propre pays, c'est des structures politiques. Donc les partis politiques sont importants dans la vie d'une nation. Aujourd'hui, il y a un certain discrédit qui touche la classe politique. Par rapport à ça, plusieurs visions peuvent s'opposer. Il y en a qui pensent que par rapport à ça, il faut croiser les bras, rester chez soi et laisser les partis politiques ou en tout cas le système politique. Oh là là, ça coupe. Oui, alors, Cher est parti. Alors, Ousseynou Sec. Ousseynou Sec ne m'entend pas. Alors, je vais chercher Raymond. Oui, mais je n'ai pas trop entendu l'intervention. Oui, Donc, alors, Ousseynou n'a pas encore réagi. C'est en fait, comment elle s'appelle? C'est notre ami Cher qui est parti.
Je le récupère tout de suite et puis comme ça, on se met cher. En fait, la communication était coupée, je ne sais pas pourquoi. Je te laisse continuer, cher. Oui, c'est la communication à côté. Donc je disais qu'il y a un certain discrédit aujourd'hui qui s'applique sur la classe politique sénégalaise. Et par rapport à ce discrédit-là, il y a plusieurs visions qui peuvent s'opposer. Donc il y en a qui vont pas penser qu'il faut croiser les bras ou et laisser la politique aux politiciens comme une mare au crocodile. Il y en a d'autres qui se disent comme nous que il faut qu'on aille se battre. Il faut qu'il y ait une masse critique de personnes déterminées et convaincues de la nécessité d'apporter un changement et que ces personnes-là s'impliquent pour apporter ce changement-là. Donc moi, personnellement, je vis pas de la politique. Je suis jeune, je suis chef d'entreprise, je travaille et je gagne ma vie en travaillant. La politique, c'est... Mais c'est vrai, mais vous savez, on ne fait pas, on parle pas de forcément de cette nouvelle génération. Parce que quand on voit aujourd'hui l'engagement massif des jeunes dans l'arène politique et qui ne veulent pas du tout collaborer avec les anciens partis politiques et qui veulent en tout cas faire l'expérience tout seul parce qu'ils ne croient plus à ces partis politiques. C'est clair. Exactement. Ça, je suis tout à fait d'accord. Donc aujourd'hui, ce qui est en train de se dessiner, c'est que quoi qu'on dise, il y a une résistance. Bon, il faut quand même reconnaître qu'aujourd'hui, le président Sall, il a réussi à avoir tous ces anciens partis qui étaient là depuis l'indépendance à se battre pour la démocratie sénégalaise. Aujourd'hui, il a réussi à les avoir dans son précaré. Et tous ces partis politiques-là, que ce soit le Parti socialiste, le parti comment ça s'appelle, le parti AJ-PADS, le parti de Moussa Diallo, même le PDS, aujourd'hui, on a vu que le PDS, effectivement, n'a pas tout à fait résisté à cette politique de Macky Sall. Donc du coup, oui, c'est un parti en débandade en ce moment, d'une certaine manière, il faut le dire. Mais quoi qu'il en soit, je crois que c'est un constat qu'il faut faire et que de l'autre côté, ce qu'on constate aussi, c'est que c'est cette résistance de la jeunesse. Aujourd'hui, une jeunesse qui s'engage à travers Thierno Bocoum, c'est un jeune, Ousmane Sonko, c'est un jeune, et on voit également Bougane Gueye Dany, c'est un jeune, et qui d'autre. Mais, donc, ça veut dire que quelque part, il y a une prise de conscience qui est là et qui fait qu'aujourd'hui, ces jeunes-là commencent à bouger. Il faut tenter de faire bouger les lignes. Bon, je crois que... Voilà, oui. Je pense aussi il faudrait un moment que l'on puisse comprendre ce qu'on appelle la généalogie de tous ces partis politiques. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui différencie Sonko, Bokoum, Dem, etc. Bon, quand tu lis les textes, quasiment ils s'entendent tous sur un constat. Le pays va mal, voilà, niveau éducation, santé, etc. Mais ce diagnostic-là a été fait par les assises nationales. Les assises nationales ont donné des préconisations. Première préconisation, c'était que le président préside, mais qu'il ne gouverne pas. Et que c'est l'Assemblée nationale, finalement, qui doit être justement la base sur laquelle le pays va se souder. Oui, mais Raymond. Mais maintenant, après, qu'est-ce qui s'est passé? Personne, je veux dire, honnêtement, Macky Sall, dès le début, je ne voulais pas citer de nom de personne, Macky Sall, dès le début, a dit, moi, je ne vais pas respecter les assises nationales. Mais Raymond, voilà. Justement, Raymond, justement, on va peut-être se poser un peu sur ça. Sur les assises nationales, Macky Sall a dit qu'il n'a pas été élu sur la base du programme des assises nationales. Voilà, donc, en fait, voilà. Et aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a quand même une opportunité. On va vers une nouvelle élection. Si réellement ces partis politiques qui s'étaient mobilisés pour, en tout cas, travailler pendant des mois et pondre un document qui s'appelle les assises nationales, n'ont pas réussi à avoir un candidat qui peut être en mesure de porter ces assises nationales-là, de les traduire concrètement, et que le seul candidat qui devrait le faire, c'était Macky Sall, et Macky Sall n'a pas respecté en tout cas les termes. Pourquoi aujourd'hui ces partis politiques, c'est ma question, ne pouvaient pas, puisqu'ils sont tous dans la mouvance présidentielle pour la plupart,
ne peut pas aujourd'hui poser comme condition que, effectivement, ces clauses des assises nationales-là puissent être revues pour que le prochain candidat de la majorité, puisque c'est Macky Sall qui est désigné pour ça, porte effectivement ce programme des assises nationales. Amadou, je suis d'accord, mais je vais te poser seulement une question. Il y a deux choses dans les assises nationales qui étaient très importantes. Bon, c'est-à-dire, jusqu'à présent, on parlait de transparence au niveau économique, de gestion économique, et transparence aussi au niveau démocratique, c'est-à-dire les moyens par lesquels on attirait les autres dans son sillage. Ce qu'a fait Macky Sall, c'est ce qu'on a appelé aussi dans le jargon politique sénégalais la fameuse transhumance. Comment on peut acheter, et d'ailleurs Wade l'avait dit un moment, tout Sénégalais a un prix. Ok, cette politique de rupture a été dans les assises nationales et on voulait simplement dire aux Sénégalais, l'on peut transformer ce pays-là en faisant une politique transparente et justement en montrant que la caisse noire, ce n'est pas de l'accaparement pour la classe politique, ni pour les gouvernants. Et que les caisses noires seront effectivement, disons, transparentes et il y aura un contrôle au niveau des assemblées nationales avec tout ce qui s'ensuit. Mais aujourd'hui, on sait que justement, les gens vont vers la politique pour chercher de l'alimentaire. Ou bien s'ils ne cherchent pas l'alimentaire, en tout cas à s'enrichir. On sait qu'en 2000, on avait une base de rupture. Cette alternance a été gaspillée. Macky Sall est arrivé. Cette alternance aussi est gaspillée. Parce que qu'est-ce qui se passe? On voit les caciques de son parti, en tout cas les gens de son clan, qui s'enrichissent avec une vitesse éhontée. Et on n'ose plus dire d'ailleurs ce qui se passe dans ce pays-là, parce que chacun attend sa part du gâteau. Cette manière de gouverner doit être dépassée. La preuve, nous étions assis sur la même table de travail que les Vietnamiens, les Indiens, les Chinois. Aujourd'hui, le Vietnam est présent au salon de l'automobile. Ils ont des satellites aujourd'hui. La Chine, l'Inde, tous les pays avec qui on était assis sont en train d'émerger. Mais l'Afrique noire, il y a un risque d'existence au XXIe siècle de la race noire. C'est-à-dire que l'esclavage peut revenir parce que la domination économique des forces productives est en train de décimer notre continent. Je donne un seul exemple. Où est notre défense nationale? Quand des mafias chinoises, hindoues, en collaboration avec nos propres agents nationaux, déciment la forêt casamançaise. Il y a des scieries partout aujourd'hui en Casamance. Là où c'était vert, les arbres sont tombés, les grands calcédras, il n'y a plus rien, les veines, tout ça s'est tombé. L'État le fait, personne ne bouge parce que c'est des complicités au plus haut niveau de l'État. Il s'ensuit de la même manière pour les, comment on appelle ça, pour les ressources naturelles. Aujourd'hui, le gaz, c'est un problème. Si on moi, j'aimerais intervenir. C'est un problème. Oui. Il n'y a aucune transparence et on ne peut même pas voir dans la comptabilité publique tous ces gâchis économiques qui existent. Or, un pays doit faire un bilan, doit faire des bilans et on doit voir à chaque étape notre évolution parce qu'il y a un organisme qui s'appelle Caisse de dépôt et consignation. L'argent qui passe dans le pays doit pouvoir enregistrer cet argent-là. Mais on ne sait même pas ce qu'on a enregistré dans ce pays-là. Donc, très bien, moi, ce que je souhaiterais dire par rapport à... Oui, ce que je souhaiterais dire par rapport à tout ce que Raymond a dit, donc il a dit beaucoup de choses intéressantes. Donc,
Déjà, moi, je souhaiterais parler du renouvellement qui est en train de se jouer, donc le renouvellement de la classe politique. Effectivement, on peut passer énormément de temps à dire ce qui ne va pas, mais vous conviendrez avec moi qu'il y a une approche nouvelle qui est en train de se dessiner. C'est-à-dire qu'avant, au Sénégal, à 3-4 mois des élections, on n'avait pas 3, 4, 5, 6 partis politiques ou mouvements qui mettaient des programmes sur la table et qui permettaient aux Sénégalais de pouvoir discuter autour de ces programmes-là. Donc aujourd'hui, c'est déjà un changement qui est effectif. Nous avons sorti notre programme, ça fait presque un mois maintenant, qui est disponible. PASTEF avec M. Sonko a sorti son programme. Bougane Gueye Dany a sorti son programme. Donc on sait qu'on a des sujets, on peut avoir des débats d'idées. Donc ça, c'était le premier point. Le second point, c'est que sur les assises nationales, effectivement, il y a énormément de choses intéressantes sur ces assises nationales-là. C'était un travail qui a été fait il y a 5 ans. Donc nous, on aurait pu simplement se dire, écoutez, on s'appuie sur ce qui est fait sur les assises nationales et on repropose la même chose parce que la plupart des choses qui ont été proposées n'ont pas été appliquées par le gouvernement actuel, mais ce serait de la paresse intellectuelle. Donc en tant que mouvement, nous avons un devoir parce qu'aujourd'hui, nous avons présenté un candidat qui a décidé qui veut en tout cas devenir président de la République du Sénégal. Donc par rapport à ça, nous, on a le devoir d'effectuer un travail sérieux. Ce travail sérieux-là, il a été fait. Donc nous venons avec un programme, avec des diagnostics et des mesures qui, nous pensons, peuvent permettre d'amener le Sénégal vers justement cette émergence dont on parle depuis un certain temps. Donc pour ça, moi je propose que, au lieu de passer d'un sujet à l'autre, qu'on prenne sujet par sujet et qu'on regarde justement sur ça, sur ce que vous dites, moi j'allais rebondir là-dessus parce que je pensais qu'Ousseynou était en ligne, mais apparemment Ousseynou n'est pas, Ousseynou Seck n'est pas en ligne. Oui, alors Ousseynou Seck n'est pas en ligne. Alors moi je voulais partir avec vous sur ça, c'est-à-dire sur la Casamance, Macky Sall compte aller en Casamance le 19 octobre. D'accord. Il va certainement annoncer, il va faire de grandes annonces. On l'attend, mais en tout cas, on voit un peu ce qui va être dit là-bas parce qu'il veut réinscrire cette Casamance-là comme étant une priorité dans sa nouvelle politique qu'il propose. Bon, ça l'a été en 2011, en 2012, quand il a été élu. Ça l'a été quand il était à Ziguinchor, où il parle de négociation, de dialogue inclusif. Et ça l'a été en ce temps-là. Mais depuis 7 ans, c'est vrai qu'on ne voit pas trop. Mais vous, concrètement, vous l'inscrivez dans votre programme. Oui. Pour vous, quels sont les problèmes aujourd'hui qui se posent sur cette question casamançaise auquel, une fois que les Sénégalais vous font confiance, vous êtes à même de résoudre? D'accord. Donc, par rapport à ce point sur la Casamance, effectivement, nous avons proposé des choses. Donc, il faut savoir que, comme le disait tout à l'heure Véran, il y a beaucoup de choses qui ont été proposées par beaucoup d'autres personnes et qui n'ont pas été appliquées. Donc, ce qui veut dire que nous, lors de ma présentation, j'ai dit quelque chose de très important. C'est-à-dire que nous ne prétendons pas réinventer la roue. C'est-à-dire que nous ne prétendons pas. Il y a des choses, les diagnostics sont partagés, tout le monde le sait. Donc par rapport à la Casamance, nous on a dans notre programme de chapitre 10 qui s'appelle Cohésion sociale et paix en Casamance. Donc nous inclusons, finalement nous mettons la Casamance justement dans une vision un peu plus globale que juste une vision régionale d'un conflit qui effectivement est très compliqué et très complexe. Donc cette cohésion sociale-là, nous la décrivons comme la paix justement et la stabilité, comme les pierres angulaires sans lesquelles aucune nation ne peut prétendre à un développement économique et à l'épanouissement de ces populations-là. Et donc par rapport à la Casamance, ce que nous proposons de faire justement, c'est non seulement remettre la renégociation et la signature d'accords de paix comme une priorité nationale. C'est-à-dire que la situation existante actuelle ne nous convient pas. On a une situation de ni paix ni guerre. Donc cette situation de ni paix ni guerre, finalement, c'est intéressant pour l'État parce que voilà, il y a pas énormément d'activités
côté militaire, mais ça, c'est le lit finalement d'un banditisme où prospèrent finalement des bandits économiques, des personnes. Donc c'est un terreau finalement qui est favorable à l'anarchie. Et nous, on n'est pas, c'est pas une situation auquel on souhaite s'accommoder. Donc par rapport à ça, la première mesure qu'on souhaite mettre en place, c'est remettre la renégociation et l'objectif de signature d'accords de paix définitifs comme une priorité nationale. Donc ça, c'était le premier point. Les autres points qui sont intéressants pour nous et qui sont importants, c'est finalement, il y a un certain nombre de sujets que l'on évoque depuis 1980, donc depuis le début de la guerre en Casamance, qui est le fait que la Casamance est considérée comme en tout cas un des greniers du Sénégal. Et par rapport à ça, il y a eu une surexploitation qui en a été faite depuis un certain temps, et cette situation de ni paix ni guerre contribue à cette surexploitation-là. Donc, une de nos mesures, c'est de favoriser la préservation du patrimoine forestier de la Casamance, en faisant de sorte que les espaces naturels, la faune et la flore qui la constituent, fassent l'objet d'une surveillance renforcée, parce que nous savons aujourd'hui que l'exploitation du bois, la surexploitation du bois, la surexploitation des ressources halieutiques sont des problèmes aujourd'hui qui font que la Casamance n'est plus ce qu'elle était. Nous allons travailler, vous me direz que c'est des choses qui ont été proposées maintes fois, mais qui n'ont pas été effectuées. Nous allons prendre en charge le désenclavement de cette région. Donc ça a été amorcé par les différents régimes précédents, mais ce sera accéléré. Donc notre objectif est que par les airs, par la route et par la mer, la Casamance devienne accessible pour tous. Mais vous avez déjà le, comment ça s'appelle? Vous avez déjà le pont, la Transgambienne qui va être... C'est pour ça que nous proposons justement la modernisation de ce port de Ziguinchor-là, qui permettra de faciliter les flux de marchandises à destination des autres régions du Sénégal et de l'extérieur. Et le dernier point sur lequel nous souhaitons mettre l'accent, c'est justement la mise en place d'unités de transformation agricole. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, l'agriculture qui est pratiquée peut être intéressante parce que familiale et qui nourrit beaucoup de familles, mais du fait de manque d'unités de transformation agricole, nous perdons énormément. Donc ce qui veut dire que dans notre politique économique et notamment dans l'industrialisation que nous mettons au cours de notre modèle économique, nous pensons que dans chaque grande région du Sénégal, nous devons mettre l'accent sur des types d'unités de transformationnelles différentes. Donc ici, en Casamance, justement, nous voulons mettre en place des unités de transformation agricole, donc qui vont permettre d'exploiter les ressources et de les transformer sur place avant d'utiliser le port de Ziguinchor qui sera modernisé pour l'acheminement et pour un développement finalement de cette Casamance-là. Donc en tout cas, nous, notre vision, c'est que nous mettons cette paix à Casamance dans une dynamique de cohésion nationale, premièrement. Ensuite, nous inscrirons la recherche d'une paix définitive comme une priorité de nos gouvernements si nous sommes élus. Et en dernier, nous travaillerons sur un développement économique inclusif de la Casamance. Donc c'est en tout cas l'approche que nous souhaitons mettre en place pour ce point spécifique de la Casamance. Donc c'est des choses qui sont disponibles sur la page 35 de notre programme. Très bien. Alors, c'est bien dit. Alors, on reste un tout petit peu sur cette question parce que, je le dis, je pense que ça fait quand même un des vieux conflits du continent africain. Pour un pays qui se dit un pays de paix, le Sénégal. 35 ans, on a entendu que du blablabla, en tout cas pour les politiques. Bon, rien n'a été matérialisé d'une certaine manière. Il y a un réel problème de volonté politique, ça il faut le dire. Pourquoi on ne sait pas, c'est compliqué, mais on ne sait pas pourquoi c'est compliqué, mais c'est entre Sénégalais, c'est pas entre le Sénégal et les forces extérieures, par exemple, il n'y a pas de force extérieure qui abrite, la Gambie n'est pas une force extérieure qui peut gêner le Sénégal, ni la Guinée-Bissau, ni, le pays. Donc, je crois qu'il y a énormément de, comment ça s'appelle, il y a énormément
d'arguments souvent qu'on brandit pour dire voilà, tel ceci, tel cela, mais c'est pas ça la réalité. Bon, du coup, c'est cette négociation, parce qu'aujourd'hui, vouloir même mettre des produits comment dirais-je, des usines de transformation, vouloir mettre d'autres unités de production, tout ça, ça pose problème quelque part, parce que quand on regarde, je donne un exemple très simple, l'exploitation du zircon. L'exploitation du zircon en Casamance, qui aurait pu être, comment dire, qui aurait pu être l'exploitation du zircon, qui aurait pu être une source de développement pour, comment dire, la zone hein, dans laquelle ce produit-là, comment il s'appelle, le zircon, a été découvert, mais on a posé beaucoup de questions, on a posé beaucoup de veto là-dessus. Bon, après, parce que tout simplement, la personne ou les personnes porteuses de ce projet-là sont problématiques au niveau, n'est-ce pas, de ces populations. Bref, c'est pour faire un petit résumé. Alors, quelque part, moi, ce que je pense que aujourd'hui, il nous faut une véritable négociation, un vrai dialogue de fond, parce que c'est de cela qu'il s'agit, un dialogue de fond qui peut permettre effectivement aux uns et aux autres de pouvoir s'accorder sur aux uns et aux autres de s'accorder aux uns et aux autres de s'accorder sur des priorités, et de s'accorder aussi sur un timing. Voilà. C'est pour ça que dans ce qu'on propose, nous ne venons pas, comme l'avait fait Abdoulaye Wade, que nous respectons beaucoup, qui voulait résoudre le problème en 100 jours. Non, nous venons avec en se disant que oui, le terreau sur lequel peut évoluer une région, un pays, c'est le terreau de la paix et de la stabilité. Et donc pour ça, la première chose, c'est un volontarisme politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une certaine paresse politique qui fait que les gens n'ont pas envie de négocier. Les gens s'accommodent sur la situation de Niger et Niger. Une paresse politique, vous dites, hein, c'est ça? Voilà. Okay. Voilà. Non, c'est une paresse politique. Pourquoi? Parce qu'il y a une situation de Niger et Niger, ça arrange tout le monde. Les gens sont occupés à faire autre chose. Oui, donc, et puis c'est très vrai, parce que c'est ce que vous dites, hein, sans vous couper. C'est très vrai, parce que j'ai l'impression que cette paresse politique, le mot est bien dit, parce que je me dis, mais paresse politique, mais oui, effectivement, ça doit être ça, paresse politique ou mauvaise foi, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le pouvoir a privilégié quelque chose. Il dit, ok, je vais les laisser tous crever, et comme ça, ils vont tous mourir. Une fois qu'ils sont tous partis, bon, on va enterrer le problème définitivement. Mais je crois que c'est une approche, c'est une erreur, quelque part. Parce que le problème de fond est là, restera là. Oui. C'est une question de mémoire pour une nation sénégalaise. Hein. Il faut à un moment donné que cette question-là, que les Sénégalais puissent avoir le courage de poser le problème sur la table. C'est ce qu'on appelle, c'est pour ça qu'on parle de volontarisme. Qui aura ce courage-là. Pour la simple raison que personne n'aura ce courage-là, parce que c'est depuis la période des indépendances que la question de la Casamance s'est posée, n'est-ce pas? Et elle s'est posée, disons, sous différentes formes, et l'État n'a jamais réglé ça. Ça a coûté l'assassinat d'Edouard Diatta en 1958, père de Bruno Diatta, et Bruno Diatta pratiquement est resté à la présidence comme une éternité. Cela veut dire beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y a des choses, il y a des moments dans l'histoire du Sénégal où il y a des silences qui se et nous avons des moments comme ça, le silence dans ce pays. Malgré, sa chance économique, c'est-à-dire une écologie mais remarquable, cette écologie est en train d'être vraiment massacrée. Et personne aujourd'hui ne va s'en occuper parce que ça enrichit effectivement du monde. Bon. Cela étant dit, mais c'est maintenant la situation du Sénégal qui est préoccupante. Parce que le Sud peut être effectivement avec une pluviométrie remarquable, une écologie remarquable, que ce soit la région de Kédougou, Tamba, qui est un peu sèche, d'accord, mais la Casamance, c'est quand même une chance. Mais maintenant, regarde, on a quand même quelque chose de bizarre. Il pleuvait la semaine dernière au Sénégal, donc à Dakar même. Hein? Et ces environs, cela veut dire que justement,
toutes ces questions ne sont pas analysées. Il y a un problème de malaise climatique, de malaise démographique, de malaise environnemental. L'alimentation pose problème. On a jamais réfléchi sur la question alimentaire et les gens évacuent tout ça en se disant que justement, tant que bon, on mange, ben, tout va bien. Et ça, c'est des risques. Et non seulement c'est des risques, parce que notre alimentation dépend des autres. Jusqu'à présent, c'est l'importation du riz. Donc, bon, quand on regarde la situation, ne serait-ce que la Casamance, ne serait-ce que justement l'arrière du pays, même en négociant avec la Guinée-Bissau, mais on peut souverainement faire une économie souveraine sur l'alimentaire. C'est pourquoi je demandais tout à l'heure, où sont nos forces défensives? Parce que si dans un État, on n'arrive pas à régler ces questions de souveraineté nationale fondamentalement, l'on ne peut pas se développer. Le Vietnam a réglé sa souveraineté. Hein? Aujourd'hui, on voit que le Vietnam est en train d'avancer. Le Rwanda a réglé sa souveraineté. Le Rwanda est en train d'avancer. Mais nous avons réglé absolument que des détails. Les gens pensent quand ils ont des villas de 1 milliard, ils sont satisfaits, ils sont contents, les autres peuvent crever de faim. Et c'est ce qui se passe dans toute l'étendue du pays. Vous regardez la situation du Sénégal. On dit que bon, même voilà, les gens croient en Dieu, mais les gens ne croient en rien. Parce que comment tu peux aller acheter un mouton de Tabaski à 3 millions alors qu'il y a des gens qui n'ont pas 30 000 francs pour acheter même, disons, un petit, je ne sais pas. Très bien, très bien. Raymond est parti. Oui, cher, tu veux rebondir hein, sur ce que disait Raymond tout à l'heure. Oui, Raymond est parti. Et je pense que sur la Casamance, voilà, on a parlé de notre approche. Raymond a soulevé un point intéressant qui est finalement l'environnement. Donc nous n'avons pas mis toute cette partie environnement-là dans la partie, ou en tout cas dans la thématique Casamance. Nous avons une thématique qui s'appelle la nouvelle donne. Nous, cette nouvelle donne-là, nous l'appelons environnement, énergie et ressources naturelles. Donc c'est la page 36 de notre programme. Et dans cette nouvelle donne-là, nous faisons un diagnostic qui est que finalement, le Sénégal est subit beaucoup plus les conséquences du réchauffement climatique et des problématiques environnementaux que nous le pensons. Et par rapport à ça, nous avons l'érosion côtière qu'on connaît déjà, qui à terme menace plus de 10 000 personnes. Donc ça, c'est cette érosion côtière, c'est dans le nord, c'est à l'ouest, c'est voilà dans la station balnéaire de Saly, le littoral Mbouroua, les cimetières de Rufisque, les quartiers de Mérina, Kerikao, Djokoul et Tiaoulène, toujours à Rufisque aussi. Donc nous disons que par rapport à ça, oui, nous ne pouvons pas arrêter la mer, mais en fait, il est temps que le Sénégal prenne conscience des enjeux climatiques et justement soit à l'avant-poste de toutes les initiatives régionales et internationales pour la lutte contre les conséquences de celui-là. Et nous avançons un peu plus dans ça parlant de la pollution par exemple à Dakar, où l'OMS a sorti un rapport qui révèle que la qualité de l'air qu'on respire à Dakar est classée deuxième parmi les villes les plus polluées dans le monde, avec un taux de 146 microgrammes de particules fines, soit 6 fois le seuil maximal recommandé par l'OMS. Donc ça, c'est des problèmes de santé publique. C'est des problèmes dont il faut se saisir. Sinon, à long terme, on risque de faire face à des conséquences qui malheureusement ne sont si dans 50 ans, toute la population se met à avoir des cancers ou ce genre de maladies, ce sera trop tard pour réagir. Et donc, c'est le rôle d'un État de prévoir. Et c'est justement nous, par rapport à ça, nous proposons des mesures, notamment la mesure et la suivi de la qualité de l'air, qui doit être quotidienne. Donc il y a déjà des choses qui sont en place, mais où la communication doit être améliorée, en tout cas sur ce point-là. Le parc automobile particulier doit être revu. Les transports publics à l'intérieur de la capitale doivent être revus aussi, avec des véhicules âgés ou pollueurs qui doivent être bannis, des contrôles techniques plus fréquents et plus rigoureux, des systèmes de bus un peu plus écologiques. Donc c'est des choses, oui, vous me parlerez d'investissement, mais c'est des choses qu'on doit mettre au cœur de notre programme. Aujourd'hui, quand je vous ai parlé des 5 thématiques dont je voulais parler, je n'avais pas inscrit cette partie environnement. Donc j'ai juste tout sauté sur le fait que
vraiment en ait parlé, pour vous dire que c'est des choses qui nous intéressent et c'est des choses sur lesquelles nous avons des mesures et nous proposons, en tout cas des mesures dans notre programme. Donc voilà. Voilà ce que je souhaitais ajouter. Oui, non, mais c'est intéressant parce que ce que vous dites, c'est-à-dire aujourd'hui, on a un monde avec les problèmes, surtout qui sont liés à la question de l'environnement, qui doit en tout cas conditionner tout notre mode de pensée, que ça soit du point de vue politique, du point de vue social, du point de vue démographique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la réflexion doit être centrée sur tout ce que nous devrons en tout cas faire aujourd'hui en termes de politique doivent être centrés sur cet enjeu, sur ces problématiques de l'environnement. Malheureusement, c'est vrai que souvent on ne voit pas trop, parce que tout simplement, voilà, ce qu'on entend, on entend au Sénégal, il y a un nouveau discours, moi, sur ce côté-là, je pense qu'il y a quand même, il faut saluer, il faut... comment dire, encourager. Et puis il faut montrer aussi qu'aujourd'hui il y a un nouveau discours. Ce nouveau discours-là, qui en tout cas intègre davantage la question de l'environnement dans les politiques à définir, qu'il y a quelques années, on n'entendait pas trop ce genre de discours-là. Je crois que ça, c'est un aspect extrêmement important et positif qu'il faut saluer, encourager et vulgariser pour que les Sénégalais, de façon générale, puissent quand même comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Parce qu'aujourd'hui, la pluie ne vient pas à temps, quand il pleut, c'est des catastrophes, et quand toutes les saisons sont menaçantes pour la survie humaine. Donc, je crois que il n'y a pas que l'Europe qui est menacée. Dakar est grandement menacé, le Sénégal de façon générale. Et donc, je crois qu'effectivement, ça doit être un enjeu dans les campagnes, dans la campagne électorale qui s'annonce. Alors, oui, alors, je ne sais pas si vous avez, je voulais qu'on parle, si vous avez encore un point à ajouter là-dessus, qu'on va parler de parrainage. Parce que on est dans cette période de parrainage en ce moment. On sait que c'est très difficile pour les partis politiques. Ils l'ont accepté, c'est vrai, mais on se rend compte effectivement que c'est très difficile. La distribution des cartes électorales pose problème parce qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui n'ont pas récupéré leurs cartes. Beaucoup de Sénégalais également n'ont pas pu s'inscrire parce que je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce qu'on constate. Et on va vers des élections très très menaçantes quelque part, il faut le dire. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans tout ça? Mais parlons déjà du parrainage. On va voir à votre niveau, vous, puisque c'est vous que j'ai sur ce plateau en tant que représentant du parti Agir, le parti de Thierno Bocoum. Je rappelle à nos auditeurs et auditrices que vous nous suivez depuis maintenant 1 heure et quelques sur www.alkouma.news et sur les réseaux sociaux. En tout cas, restez en compagnie. Vous pouvez envoyer vos questions, vous pouvez participer, contribuer comme vous le faites tout le temps. C'est toujours intéressant. Notre invité principal, monsieur Cheikh Cissé, le représentant d'Agir, et qu'il répondra à vos questions. Je pense que vous êtes en train de le suivre, de l'écouter, et puis c'est assez intéressant ce qui est en train d'être dit, parce que c'est aussi la première fois qu'on entend ce genre de discours-là. On n'est pas dans les tiraillements en disant voilà, telle partie est ceci, telle partie est cela, mais là on est en train quand même de discuter de programmes, d'idées, de propositions. Donc c'est ce qui me paraît très très fondamental et très intéressant, parce qu'il faut aider aux Sénégalais à comprendre. Parce que si on reste là à se chamailler tout le temps, on ne va pas avancer trop. Et donc, donc voilà. Effectivement. Sur la question du parrainage. Moi, j'aurais en tout cas, j'aimerais en tout cas profiter de cette occasion-là pour beaucoup parler de notre programme, de notre vision, de notre modèle économique. Parce qu'aujourd'hui, on a abordé plusieurs points. J'ai pas encore eu l'opportunité de présenter notre modèle économique par lequel nous comptons aider le Sénégal à produire des emplois, à permettre à tout le monde de bénéficier des retombées économiques, finalement, d'un modèle qui serait plus adapté à nos réalités. Les réformes que nous souhaitons mettre en œuvre au niveau de la justice et de la bonne gouvernance aussi, on peut en parler, mais comme la question qui est posée aujourd'hui, c'est la question des parrainages, nous,
À vrai dire, nous sommes inquiets en tant que mouvement politique, nous sommes Mais, mais- inquiets mais en si tant vous que voulez, parti. si vous voulez, cher, il y a pas, Hein? on peut revenir sur le parrainage parce que vous abordez quand même une question sur la question économique, la vision économique que vous Mhm, avez du Sénégal. mhm, On sait que le Sénégal, il y a de cela, le Sénégal d'aujourd'hui, au moment où on parle, du Sénégal mhm. d'aujourd'hui, et le Sénégal dans quelques mois, dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans, ne sera pas le même. C'est-à-dire que le Sénégal est en train d'amorcer une nouvelle page de son histoire. Mhm, Une mhm, nouvelle page de son histoire, surtout sur du point de vue économique, mhm. avec cet enjeu de découverte de ressources minières, pétrolières, j'allais dire, qui, en tout cas, aujourd'hui, positionne le Sénégal dans un cercle assez envieux. Donc, du coup, Effectivement. On peut en parler. on peut en parler. On peut espérer que, Oh, oh, effectivement, ok. que le Sénégalais d'aujourd'hui, qui est un Sénégalais pauvre, qui, effectivement, pour éduquer ses enfants est obligé de mendier, qui, pour nourrir ses enfants, est obligé de compter sur l'aide alimentaire internationale, voilà, pour payer ses employés, quelque part. Ils sont obligés de compter sur, effectivement, la Banque mondiale, compter sur des institutions internationales. Ce Sénégal-là, aujourd'hui, est en train de changer de visage. On voit aujourd'hui Effectivement. tout l'engouement que cela crée. Parce que c'est un problème, les Effectivement. gens ne veulent pas en parler beaucoup, mais il y a un enjeu énorme, il faut en parler. Et je crois que les partis Effectivement. politiques voilà, doivent pouvoir effectivement s'en saisir. Donc, sur cette question précise, vous, comment construire votre vision économique par rapport à tous ces enjeux aujourd'hui qui se profilent pour, en tout cas, qui constituent un truc pour le Sénégal? Donc justement, en mettant en place notre programme, euh, heureusement, nous n'avons pas voulu rentrer dans le piège des hydrocarbures, notamment du gaz et du pétrole. Très bien, Pourquoi? très Parce bien, qu'effectivement, c'est intéressant. très bien. C'est quelque chose qui est très très intéressant et ce Très sera bien. un apport important pour le Sénégal. Mais ce ne sera pas suffisant. Parce que nous sommes un pays avec 15 millions d'habitants, avec énormément de besoins. Donc finalement, l'analyse qui doit être faite doit être une analyse beaucoup plus globale que ça. Donc nous, le diagnostic qu'on a posé. Donc le premier, sur le diagnostic qu'on a posé, c'est que l'un des premiers points, c'est que le Sénégal aujourd'hui dispose de 407 880, donc 408 000 unités de production économique. Les unités de production économique, ce sont les entreprises, les industries, les petites et les grandes industries. Donc, sur ces 407 000 unités de production économique, nous avons 97,8% de PME, donc de petites et moyennes entreprises. Donc, ces PME-là, ces 97,8%, en fait, ils portent qu'un chiffre d'affaires de 26% sur toute l'économie du Sénégal. Donc, et ils ont aussi un taux de mortalité de 64%. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur 6 PME qui sont créés, sur 10 PME qui sont créés, les 6 vont mourir au bout d'une ou de 2 années. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que 48,8% de la population active du Sénégal est aujourd'hui s'active autour du secteur informel, non agricole. 48,8% de la population non active. Donc ça, c'est un second point. Prenons au troisième point. On sait que le secteur tertiaire dont la valeur ajoutée dans le volume du PIB est de 59,3% et est porté aujourd'hui en partie par les télécoms et les services bancaires. Ces deux secteurs-là sont principalement dirigés, ou en tout cas les locomotives de ces secteurs sont les entreprises de télécom que l'on connaît, les grandes entreprises qu'on ne va pas les citer, les banques, qui sont tous détenus par des extranationaux, c'est-à-dire des entreprises étrangères. Donc nous courons un risque si ces entreprises décident de réorienter leur politique ou décident de changer de modèle. Ou voilà. Donc ce qui veut dire que ça aussi c'est un risque. Et le dernier point, là on parle juste du diagnostic, on ne parle pas de nos propositions, c'est que finalement le Sénégal, en termes de ressources, et je ne parle pas simplement que des hydrocarbures, le Sénégal est beaucoup plus riche que nous ne le pensons. Absolument. Pourquoi nous disons que le Sénégal est beaucoup plus riche que nous, nous le pensons? Parce que simplement, j'avais les chiffres que je vais vous présenter en termes de. Donnez-moi juste une minute.
Le Sénégal est beaucoup plus riche que nous le pensons. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, si on parle de phosphate, le Sénégal est pressenti parmi le top 10 des producteurs mondiaux, avec des réserves estimées à plus de 1 milliard de tonnes. Donc le Sénégal en phosphate est pressenti parmi le top 10 des producteurs mondiaux, avec des réserves estimées à plus de 1 milliard de tonnes, concentrées dans les régions de Thiès et de Matam. Donc le calcul industriel de la région de Dakar et de la région de Thiès permettent au Sénégal de répondre à la demande nationale, ça on le sait déjà, en ciment, et de couvrir une partie de la demande du Mali. Donc avec, on fait un chiffre d'affaires de 150 milliards en 2015 sur ça. Si on parle des minerais de fer, le Sénégal est en bonne position avec une réserve qui est estimée à 750 millions de tonnes, sachant que les cours mondiaux tourne autour de $75 par tonne. Donc je vous laisse penser à la manne financière que c'est susceptible de générer. Parlons de l'or. Les ressources du Sénégal sont estimées à 12 millions d'onces, qui sont réparties entre les mines de Sabadola, de Massawa et de Makabingi. Donc en 2015, on dit que les exportations d'or ont été estimées à 150 milliards de francs CFA, soit 11,2% du total des exportations du Sénégal. Donc nous, en lisant ces chiffres-là, et ces chiffres-là, c'est disponible dans les rapports de l'ANSD. Nous ne les avons même pas créés, on n'est pas parti chercher loin. L'ANSD, qui est un organisme gouvernemental, publie des rapports sérieux. On a recueilli ces chiffres-là à ce niveau-là. Donc en lisant ces chiffres-là, en fait, on se rend compte que notre pays est beaucoup plus riche que nous ne le pensons. Et là, on n'a même pas encore parlé de pétrole et de gaz. Il s'agit simplement de dire que le constat que vous venez de faire, il se trouve que le gouvernement de Senghor l'avait déjà fait. C'est-à-dire, ils avaient effectivement estimé la mortalité, par exemple, des PME, PMI, etc., dans l'année qui suivait. Et ils ont dit, il faut des remèdes. Quels sont ces remèdes-là? On va créer quand même une banque pour soutenir tout ça. Mais en fait, cette banque-là, une fois créée, l'argent a été détourné. Donc la mise en place d'un système politique qui veut que l'économie soit réelle, mais l'économie n'est jamais réelle dans nos pays, parce que justement les extra-communautaires sont toujours là. Le Sénégal a été quand même sur le plan financier complètement dépendant des structures que nous connaissons, et puis les banques aussi que nous connaissons, qui sont là depuis les indépendances, même avant les indépendances, et maintenant aussi la domination des banques marocaines via des structures, etc., etc. C'est connu. Et maintenant, justement, si nous voulons aller aux mesures que nous proposons, peut-être qu'il faudrait, comme j'ai posé le diagnostic, donc permettez-moi juste de donner les mesures que nous proposons pour que nous puissions comparer effectivement avec ce qui avait été déjà fait. Donc moi, en posant ce diagnostic-là, les propositions qui en découlent finalement deviennent relativement simples. Et donc notre première proposition, c'est un renforcement du secteur privé national. C'est-à-dire que nous ne parlons même pas uniquement des banques qui sont mises en place pour aller injecter de l'argent par-ci par-là. Non. Nous parlons du renforcement du secteur privé national par un patriotisme économique déclaré et assumé. Le patriotisme économique. Est-ce que je peux te donner un exemple, disons, simple et qui je vous en prie. Je donne simplement l'exemple de la Sonatel, une société d'État qui était même devenue une multinationale parce qu'opérant dans toute la sous-région, et qu'on a démembré, et pourtant c'était une société qui était extrêmement prospère, qui n'avait besoin de personne pour se redévelopper, et qui pouvait même être comme Samsung, un moteur de développement des nouvelles technologies comme les hindous l'ont fait. Parce que les hindous aujourd'hui, l'Inde, au lieu d'importer des portables, des téléphones portables, ils ont créé un Android qu'ils ont pu distribuer pratiquement avec un prix dérisoire pratiquement à toute l'Inde. Or, la Sonatel à l'époque pouvait être un moteur de création d'une industrie dans les portables et surtout dans ce qu'on peut appeler
l'électronique bon, de base pour effectivement équiper même l'armée ou voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À un moment, le pouvoir de Wade a senti qu'effectivement que c'était un gros magot qui pouvait toucher effectivement des baxis par rapport donc à la Sonatel, mais ils l'ont vendu. Et Orange s'est implanté, alors que justement, cette domination-là, on aurait pu l'éviter. Mais donc, nous, si nous sommes dominés, comme j'ai dit tout à l'heure, notre émergence au XXIe siècle dépend de nous. C'est-à-dire que jusqu'ici, nous n'avons pas compris, jusqu'ici, nous n'avons pas compris que la souveraineté ne se monnaie pas. La souveraineté ne se monnaie pas. Et il y a des secteurs qu'on ne peut pas laisser, disons, aux autres. Si nous le faisons, justement, notre souveraineté sera toujours en manque et nous serons effectivement dominés. Bah justement, par rapport à ça, c'est pour ça que nous, dans les mesures, nous dans cette vision économique-là, il y a une partie qui est importante, qui est justement le renforcement du secteur privé national, parce que nous savons que c'est le privé national qui va permettre de générer des emplois par un patriotisme économique déclaré et assumé. Et ça, comment nous comptons le mettre en œuvre? C'est déjà, nous allons réformer le code des marchés publics pour favoriser l'accès à la commande publique aux entreprises nationales et à des groupements de PME-PMI. Aujourd'hui, le cas est simple. Finalement, pour les salles de classe, l'État va avoir besoin de tables et de tables bancs. Donc, nous avons prévu, donc, dans une des réformes dont je vais parler, de la formalisation du secteur informel. Donc, nous allons permettre à des menuisiers qui vont rentrer dans le secteur formel de se mettre en groupement de menuiseries différentes et qui vont avoir une capacité de production un peu plus importante et qui vont bénéficier de la commande publique. C'est-à-dire l'État qui vient dire que dans votre secteur, vous avez 5 écoles et nous vous offrons un marché qui va vous permettre de fournir les tables bancs de ces 5 écoles-là. Donc, nous avons besoin de 10 000 tables bancs sur ces 5 écoles-là. Donc, monsieur, voilà la commande et voilà où vous pouvez travailler. Nous allons aussi appliquer les dispositions du Code des marchés publics qui permettent de garantir l'utilisation des ressources humaines locales dans l'exécution des marchés publics. Aujourd'hui, nous avons vu des marchés publics, notamment dans les autoroutes ou autres, où vous voyez des équipes de Chinois arriver, ils vivent dans des conteneurs, ils mangent dans ces conteneurs-là, ils produisent, ils font le travail, ils repartent. Il n'y a pas de transfert de technologie, il n'y a rien du tout. Donc, ces dispositions existent dans le Code des marchés publics, nous avons les appliquer. Et en troisième partie, nous allons renforcer les champions nationaux. Nous parlons de champions nationaux. C'est-à-dire que de jeunes entreprises, aujourd'hui, je peux citer la Cédima qui fait partie de nos champions nationaux. Donc, il faut les renforcer par la mise en œuvre d'une politique de préférence nationale économique et aussi œuvrer au développement des PME, PMI par une facilité d'accès au financement, donc État garant, partenariat public-privé. Donc ça, c'était le premier point. Le second point, c'est la formalisation du secteur informel. Donc ça, nous en parlons depuis des années. Mais maintenant, il est temps d'en faire quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on a, dans le diagnostic, nous avons vu que 48,8% de la population active évolue dans le secteur informel non agricole. Donc, sur cette partie-là... Mais je ne vais pas te couper, mais je vais te donner quelques directions. Je termine. Je donne les mesures qui nous permettront de gagner du temps. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez un programme. C'est normal que ce programme-là soit défendu. Mais moi, je suis dans une perspective de prospective pour le Sénégal. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? C'est le diagnostic qu'on avait fait tout à l'heure. Et mieux, quand vous avez parlé de l'or, de Sabodala, etc., mais tous les Sénégalais, quand même, savaient que cet or-là, un moment, était transporté en Belgique pour être vendu. Et il n'y a jamais eu de problème par rapport à ça. Les gouvernements précédents l'ont fait. Et c'est pourquoi il y a un problème de la comptabilité nationale. Je pense que ce que vous ne pouvez pas ignorer, et ça c'est important de le souligner, c'est que... Oui, mais justement, ça j'allais y venir, parce que moi, j'étais en train de parler de la formalisation du secteur informel, mais j'étais en train de parler de la formalisation du secteur informel, mais... Attendez, j'ai l'avantage de parler pour seulement
le Sénégal et de ne pas être... Moi, attendez, moi aussi, vraiment, okay. moi aussi, je parle uniquement pour le Sénégal. Hein. Moi, je ne gagne pas ma vie en faisant de la politique. Donc, ce que je fais là, et le fait de défendre ce programme, le fait d'avoir réfléchi et travaillé sur ce programme-là... Écoute, Cissé, je vous encourage à faire de la politique. Parce que si on avait des jeunes qui avaient votre qualité aujourd'hui dans les partis, on aurait gagné quelque chose. Okay? Donc moi, je vous encourage à faire de la politique. Mais je veux dire par là, nous qui sommes dans la prospective, que nous sommes battus durant de longues années, pour qu'il y ait quand même un changement au niveau même démocratique dans ce pays-là, et avec justement des moyens de réflexion pour que le pays puisse avancer, on s'est rendu compte que depuis les indépendances, l'économie du pays a été un gâchis. D'abord, quand un pays traite son indépendance, disons militaire, par justement une autre force qui va garantir son indépendance militaire, ce pays-là n'est pas souverain. D'abord, au niveau économique, c'est un pays qui n'était pas souverain. Troisièmement, au niveau, par exemple, du contrôle même du territoire, ce que je parlais par rapport à la Casamance, les gens qui rentrent, qui détruisent la forêt, qui repartent, etc., et qui ne sont pas sanctionnés, cela veut dire que la défense nationale, elle est très faible. Donc déjà, il faudrait que l'on puisse régler les problèmes de souveraineté dans ce pays. Quels sont ces problèmes-là? La souveraineté militaire, donc ça veut dire territoriale, etc. La souveraineté économique, industrielle, financière, etc., la monnaie, etc. La souveraineté alimentaire, parce qu'un pays où les gens ont faim, ça ne peut pas avancer. Hein? Et maintenant, après, on va gérer les problèmes d'éducation, de santé et autres. Et tout ce que l'on a, même on peut avoir du pétrole, tout ce que l'on veut, le pétrole ou le gaz peuvent être des malédictions, on a vu dans d'autres pays ce que ça a entraîné. Et au Sénégal aujourd'hui... Justement, dans notre programme, on parle de tout ça. Là on est en train de faire au Sénégal, aujourd'hui, ce que nous avons, c'est la part du gâteau qui est partagée. Parce que je vous ai entendu parler justement des questions de financement. Vous savez que la dette du Sénégal aujourd'hui, presque de 5 800 milliards, et c'est l'équivalent pratiquement de la dette, de l'enrichissement de nos dirigeants. C'est exactement, sinon, bon, quand je parle des dirigeants, je parle de tout le monde, hein, les administrateurs, etc. Parce que si on a des douaniers qui font des immeubles aux Almadies, c'est que ce pays-là n'est plus viable. Il faut le dire. Et toutes ces questions, effectivement, de détournement, de malversation, de liquidation des sociétés par des affairistes, par des groupes politiques qui s'en foutent de l'intérêt national, ça, c'est des réalités aujourd'hui que nous ne pouvons plus, disons, laisser de côté. Et si nous voulons nous développer, je ne dirais pas le mot patriote, parce que patriote, bon, maintenant c'est complètement démodé, bon, dans le jargon, effectivement. Mais on peut dire que si les gens qui gouvernent ne croient pas à un pays, ce pays-là ne peut pas du tout avancer. Or, les gens qui dirigent ce pays-là, depuis les indépendances, ils ne croient pas au Sénégal. Point final. C'est pour ça que nous, dans notre programme, nous avons justement parlé de changement transformationnel. Dans ce changement, tous les sujets que vous avez évoqués, en fait, nous en avons parlé aussi dans le programme. Donc, nous avons parlé justement de tous ces sujets-là, parce qu'effectivement, il y a des mesures qui doivent être mises en œuvre en termes de des mesures moraux, donc en termes de bonne gouvernance et d'exemplarité, des mesures en termes de social et sociétal, c'est-à-dire que la responsabilité entre celui qui dirige et celui qui est administré, c'est important. Nous avons des mesures sociales. Là, nous avons j'étais juste en train de faire un zoom sur la partie économique pour dire que c'est très important dans un programme, dans un pays, d'avoir une vision économique claire. Et donc, peut-être que je vais essayer d'être un peu plus bref dans ce que je dis, mais en tout cas, dans cette vision économique-là, nous avons une première partie, au-delà du diagnostic qui est fait, qui est ce patriotisme économique assumé, j'en ai déjà parlé. La deuxième partie, c'est la formalisation du secteur informel par des mesures incitatives, et ça, nous comptons énormément dessus. Pourquoi? Parce que ça va permettre d'élargir l'assiette fiscale, ça va permettre aux entrepreneurs, donc aux entrepreneurs qui sont aujourd'hui menuisiers de quartier et tout, de bénéficier de mesures incitatives qui pourront
les aider à combler leurs besoins en termes de croissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous allons faire des procédures simplifiées qui vont leur permettre, qui vont les attirer dans le secteur formel. Et derrière, leurs salariés verront aussi la reconnaissance de leurs droits. Donc, aujourd'hui, très souvent, on voit le tailleur du coin qui gagne 50 000 francs par mois, qui a commencé en étant apprenti, donc il gagnait 5 000 francs par mois et tout, qui, au cours de sa vie, évolue jusqu'à gagner 50 000 par mois. Nous disons que c'est dommage que cette personne-là, pendant 40 ans, il était dans l'atelier du coin, il gagnait ses 50 000 francs par mois, et qu'il ne puisse pas bénéficier finalement de la sécurité sociale de l'État. Pourquoi? Parce que son employeur ne l'a pas déclaré, parce qu'on n'a pas cotisé 2 000 francs sur les 50 000 francs qu'il y a. Donc c'est pour ça que cette partie formalisation du secteur informel, c'est très important. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Le troisième point qui est très important, c'est la partie industrie. Donc, j'ai fait le diagnostic en disant que nous sommes plus riches que nous ne le pensons. Et donc, sur ça, nous avons deux approches. La première approche est pour les grandes industries. Donc, pour les grandes industries, nous pensons qu'il faut mettre en place un plan aussi de création d'unités de transformation industrielle. C'est-à-dire que autour des ressources naturelles. Donc, si on parle de fer, de pétrole, d'or et de produits chimiques, notamment de phosphate ou de chlore, ce genre de produits-là peuvent sortir du Sénégal, mais ils doivent sortir du Sénégal transformés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous devons pousser, comme notamment si on prend les ICS qui permettaient de transformer un certain nombre de produits. Il faut aller vers ce modèle-là. Donc, forcer nos partenaires, nous avons besoin de ces partenaires-là, à transformer ces produits minimum avant de les faire quitter le territoire national. Et ça, c'est un travail que nous allons faire. Nous procéderons aussi à la renégociation des contrats pétroliers, gaziers et miniers. Et on ne se limite pas simplement aux hydrocarbures, pétrole et gaz, mais aux mines aussi, notamment quand on parle d'or, quand on parle de fer. L'or est exploité, le fer est exploité aujourd'hui. Donc il faut que ces contrats-là soient revus et renégociés à la faveur de l'État sénégalais. Un autre point, c'est le code pétrolier. Nous avons voté un nouveau code pétrolier qui est très bien. Mais malheureusement, ce code pétrolier dort dans les tiroirs de l'Assemblée. Donc il faut passer à sa vote très rapidement. Une autre mesure sur laquelle moi j'insiste énormément, c'est ce qu'on appelle la répartition, la clé de répartition de la redevance minière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous allez dans les régions où les ressources minières sont exploitées, notamment le phosphate, l'or ou les autres, mais il n'y a plus rien qui pousse autour de ces exploitations-là. C'est-à-dire que vous allez autour, mais il n'y a plus d'herbe, il n'y a plus d'élevage, il n'y a plus d'agriculture. Donc, en contrepartie de cette destruction qui se fait là, notamment cette destruction-là doit être surveillée. Pourquoi? Parce que, voilà, nous ne pouvons pas laisser nos industriels faire ce qu'ils veulent. Mais en contrepartie, l'État a mis... Je termine, s'il vous plaît. Je termine juste rapidement, s'il vous plaît. Je vais terminer. Je disais que l'État a permis une clé de répartition de la redevance minière. Donc, cette clé de répartition-là, elle n'est pas reversée aux collectivités. Et c'est cette clé de répartition qui doit permettre aux collectivités de bénéficier de l'exploitation des ressources qui sont faites chez eux. Donc ça, moi je vais terminer juste par les petites et moyennes ressources. Je vais terminer. Attendez, c'est-à-dire qu'on est en économie. La richesse, c'est pas un catalogue de mesures. C'est-à-dire, les politiques ont l'habitude de décréter l'économie en disant si on fait ça, ça va marcher. Bon, ça ne se passe pas comme ça. La réalité économique est beaucoup plus complexe que ça. C'est-à-dire que justement, quand j'ai présenté la question des souverainetés, tout ça, c'est lié à la souveraineté des États. Si un État accompagne son développement, enracine son développement avec des mesures souveraines, cet État-là peut effectivement compter sur le développement. Mais nous n'avons pas d'État souverain. Nous avons des États qui ne seront jamais émergents parce que déjà la taille de ces États est complètement insignifiante. Et deuxièmement, la volonté nationale de se développer n'y est pas. Les Sénégalais pensent à s'enrichir. Regarde un peu ce qu'on appelle les modus. Ils ont le comportement, comme tu dis, l'évasion fiscale. Aujourd'hui, c'est eux, ceux qui ne payent pas d'impôts. Mais ils vont payer l'impôt effectivement à leur marabout, etc. etc. Hein? Et aujourd'hui, c'est justement pourquoi je termine. Ce qu'on a comme problème au Sénégal,
Ce qu'on a réellement comme problème au Sénégal, c'est que l'impôt, c'est la chose qui est la plus bizarre. Il y a des personnes qui sont taxées au maximum et d'autres qui ne le sont pas. Regarde la question des exonérations. On est en train de taxer les paysans pour les grains, pour les semences, etc. Pour les graines, pour les semences. Et pendant ce temps-là, il y a des exonérations douanières partout. Oui, mais ça c'est du copinage. Cette mesure-là, nous l'avons dans notre programme. Très bien. Nous avons prévu une réforme du système fiscal. La justice fiscale, ça fait partie de nos propositions et de nos mesures. Nous avons compris. Mais vraiment, c'est des catalogues de mesures. Mais moi, ce que je veux vous faire dire, c'est que justement, quand on a des catalogues de mesures, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'un pays, c'est d'abord une cohésion sur les souverainetés. Si un pays disons, justement, au niveau régalien, a les possibilités de son développement. Je pense que nous ne pouvons même pas contrôler ce qui se passe déjà dans le territoire national. Il y a des gens qui exploitent l'or, qui l'amènent en toute impunité le vendre en Belgique. Voilà, et que, bon, l'information a mis quoi? Presque... Mais vraiment, au Sénégalais. Hein? C'est là où je vous renvoie à ce que j'avais dit au début de mon intervention. Très bien. Au début de mon intervention, je disais que nous ne proposons pas simplement un enchaînement de mesures, en fait, ou de thématiques. C'est pas ça. C'est-à-dire que nous proposons un plan de changement transformationnel. Et j'ai défini ce que c'est ce changement transformationnel-là. Là, il se trouve qu'on est en train de parler des mesures que nous proposons sur la partie économique. Mais si vous voulez, c'est un tout. Avant même de parler d'économie, j'ai parlé finalement de réformes institutionnelles, politiques et même en termes de gouvernance et d'exemplarité qui sont préalables à ces réformes économiques-là. Parce qu'effectivement, si nous nous lançons dans un catalogue de mesures économiques ou dans d'autres systèmes, sans pour autant avoir une vision globale, ça ne marchera pas parce qu'il y a une interdépendance qui se fait. On parlait tout à l'heure de l'économie. Très bien, si c'est... Alors, on a bien compris, en tout cas tout ça, même si c'est vrai que vraiment, l'approche de Raymond est plutôt, voilà, on fait des constats, il parle de souveraineté, c'est vrai que, bon, après on peut avoir effectivement des vœux de solutions, des vœux pour résoudre tous les problèmes auxquels les Sénégalais sont confrontés. Mais il faut constater quelque part la réalité effectivement de la souveraineté qui pose un vrai problème. Et c'est aussi une question de courage politique. Il faut savoir négocier. Bon, la dépendance du Sénégal par rapport à son système colonial, c'est un contexte, mais aujourd'hui, c'est un autre contexte. Donc, il n'y a pas raison qu'effectivement, qu'il n'y ait pas de dirigeants capables de renégocier un certain nombre de choses pour permettre au Sénégal de se mettre sur les rails. Cela va dans l'intérêt de l'ordre mondial, de l'intérêt de la France, qui a colonisé le Sénégal, de l'intérêt du Sénégal, de l'intérêt de l'Afrique, de l'intérêt du monde. Donc je crois qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait le courage politique pour renégocier certaines choses, plutôt que vraiment d'être... voilà. Donc je crois que c'est ce Sénégal nouveau, aujourd'hui, que les citoyens veulent, c'est ce Sénégal nouveau que les citoyens cherchent, et je crois que vous l'avez aussi compris, vous êtes une génération de gens qui, aujourd'hui, très jeunes, qui porteurs d'espoir, et nous pensons effectivement que c'est des réflexions que vous allez pouvoir intégrer davantage dans, en tout cas, votre démarche politique pour que, un jour, peut-être en 2019, si les Sénégalais vous font confiance, effectivement, que vous puissiez effectivement peut-être tenir compte de tout ça en disant, voilà, il y a tel problème, maintenant, quelle approche on met en place pour pouvoir avancer et donner à l'autre Sénégal sa souveraineté. Alors, on va s'acheminer vers la fin parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps et puis il faut qu'on discute sur la question du parrainage. Alors, sur la question du parrainage, déjà, on sait que c'est très difficile, comme je l'avais dit tantôt. C'est très compliqué. On a mis en place un système que nous ne maîtrisons pas. Bon, les Sénégalais, déjà, on a mis en place que le système lui-même, le système administratif, l'administration sénégalaise, aura du mal à gérer pour la simple et bonne raison que c'est une administration, un système qui n'a pas été capable de confectionner des cartes d'électeurs en bonne et due forme, de le donner aux Sénégalais pour que ces Sénégalais-là puissent faire valoir leur droit de vote. Ça a été vu lors des législatives, c'était quand même une cacophonie indescriptible, jamais vu dans l'histoire électorale du Sénégal.
Et là, pour les présidentielles également, on est en train de mettre en place un système de parrainage. Ce système de parrainage-là est en train de nous livrer, en tout cas, ses failles, mais tout le monde s'accorde effectivement comme si c'est bon, on y va, on y va, on y va. Et 357 000 Sénégalais n'ont pas reçu leur carte. Bon, 350 000 Sénégalais. Alors, monsieur Cissé. Ce qui est énorme, 357 000, et mieux, nous, à Paris, enfin, personnellement, moi, j'ai participé à l'inscription des Sénégalais, en tout cas au niveau de la France. Et jusqu'à présent, avec mon récépissé, ma carte n'est jamais sortie. Donc, voilà, ça c'est pour le cas, par le cas. Mais monsieur Cissé, en tant qu'acteur politique, engagé dans ce processus de parrainage. Je ne suis pas le seul, nous sommes des milliers de Sénégalais à qui c'est arrivé, quoi. Oui, absolument. C'est vraiment une chose abominable, quoi. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui sur le terrain, monsieur? Oui, justement, nous, je vais commencer par dire que nous sommes, et j'étais en train de le dire tout à l'heure, c'est que nous sommes déjà choqués par l'approche qui a été prise par le gouvernement actuel. C'est-à-dire que nous avons un ministre de l'Intérieur qui s'occupe notamment de la gestion des élections, qui dit qu'il fera tout pour la réélection du président Macky Sall en 2019. Donc un ministre de l'Intérieur politique qui va s'occuper des élections. Donc il y a déjà un problème de base sur cette partie-là. Donc tout est faussé à ce niveau-là. Après, on se rend compte de beaucoup d'autres choses. C'est-à-dire que il y a une rétention des cartes d'électeurs. Et Raymond en a parlé. Heureusement, moi, j'ai ma carte. Je vais voter. Et je vais voter contre Macky. Quel que soit Alpha, je vais voter pour mon candidat, mais je vais voter contre le régime actuel. Cette rétention des cartes-là, c'est pas qu'une rétention qui est liée simplement à une manque de compétences. Non, c'est aussi une rétention politique des cartes. Parce que ceux qui ne reçoivent pas les cartes, c'est ceux qui ne sont pas encartés APR. Et dans la précision de sa pensée, M. Aliou Ngouille a dit nous ferons tout pour que les gens qui veulent voter APR aient leur carte. Donc il faut avoir une lecture un peu simple et simpliste de ce qu'il dit. Parce qu'il dit au fond que finalement, vous qui n'allez pas voter APR, vous n'aurez pas votre carte. Et c'est ce qui se passe. Le troisième point. On a un emprisonnement des opposants qui se fait à tous azimuts. Donc finalement, nous savons que 2019 va être une échéance compliquée pour le peuple sénégalais. Et je ne parle pas de l'opposition, parce que parfois on peut avoir tendance à penser que ce sera compliqué pour l'opposition, ce sera compliqué pour le peuple sénégalais. Et donc le parrainage fait partie des dispositions qu'ils ont prises et qui pouvaient être très intéressantes, ce parrainage-là. J'ai pas parlé des mesures que nous proposons pour la réorganisation de l'espace politique, parce que Raymond a souligné qu'il y avait d'autres partis et nous sommes d'accord aussi sur ça. Mais c'est une mesure qui pouvait être très très intéressante. Mais ici, c'est moins intéressant. Pourquoi? Parce que nous savons que ça a été mis en œuvre à dessein. Le dessein, c'est quoi? C'est permettre de bloquer une opposition politique et mettre en avant un pouvoir politique qui est déjà en place. Et donc pour ça, ils ont mis un système complexe où les personnes, nous sommes obligés d'aller recueillir les 1%, donc jusqu'à 60 000 parrainages. Nous devons les recueillir sur papier, derrière nous devons les déverser dans un fichier électronique. On pouvait faire plus simple, on pouvait faire l'un ou l'autre. Est-ce que vous trouvez que c'est normal que l'administration, étant convaincue qu'elle n'a pas les capacités, les aptitudes de pouvoir faire tout ça, parce que c'est ça aussi le problème, c'est qu'on veut nous faire croire que nous avons une administration performante, alors que dans la réalité, c'est une administration de façon très basique qui n'est pas capable de fournir un extrait de naissance en temps et en heure. Pour moi, il y a un problème. Effectivement. Oui, parce que c'est un problème énorme. Il y a un problème. Et nous,
et nous, de notre côté, agir. Dès que nous avons entendu parler de parrainage, ce qu'on a fait, parce que nous sommes, il y a beaucoup de jeunes dans notre parti, dans notre mouvement. Donc, ce qu'on a fait, c'est nous avons développé un outil très rapidement. Cet outil-là permettait d'aller remplir son parrainage en ligne et de signer en ligne. C'est-à-dire que si vous avez votre téléphone, vous signez avec votre doigt. Si vous avez votre ordinateur, vous signez avec votre souris et peut vous envoyer le parrainage. Mais ce système-là, il ne peut même pas fonctionner dans l'état actuel des choses. Pourquoi? Parce que malgré ce déversement digital-là, nous sommes obligés d'avoir la version papier. Donc, ce qui fait que, oui, l'administration que nous avons n'est pas capable de supporter ce parrainage-là, nous le savons. Mais finalement, pour le gouvernement actuel, ce n'est pas un problème puisque leur dessein principal, c'est de bloquer ce qu'ils pensent être des menaces pour la pérennité de leur pouvoir. Et c'est là où finalement le rôle des partis politiques, c'est de dénoncer encore une fois et de réveiller la population. Parce que sans une mobilisation du peuple, ce sera impossible de lutter contre ce gouvernement-là. Et voilà, je sais qu'il y a cher, je pense, ça c'est important, je pense que justement, la pléthore de partis politiques que nous avons aujourd'hui pose réellement un problème démocratique. Pourquoi? Parce qu'en fait, on aurait dit que les partis sont que des sortes de regroupements, et qui font du bruit quand il faut, et après qui font de la transhumance quand il faut dans un deuxième temps. Et dans un troisième temps, ils gouvernent avec les gouvernants. Donc nous avons un sérieux malaise dans ce pays-là, parce qu'en fait, les Sénégalais n'acceptent plus de voir des gens inscrits dans ces partis-là, simplement qui négocient après justement leur parachutage dans des postes de responsabilité, ou en tout cas soit dans le privé ou dans le public ou ailleurs. Mais je pense que justement, ça on a une proposition pour ça. Un problème démocratique. Et ça, c'est pas seulement le Sénégal. C'est-à-dire actuellement, dans le monde entier, quand on regarde, c'est le réveil des partis identitaires de Trump jusqu'à partout en Europe, Italie, etc., la Hongrie, etc. Mais le risque que nous avons, nous, au Sénégal, c'est de réveiller les partis religieux. Et un jour ou l'autre, on aura des partis religieux qui vont dire, mais justement, jusqu'ici, les hommes qui gouvernaient ce pays-là ont géré ça de manière tellement bizarre que nous avons comment on appelle ça, une proposition à faire. Et personne ne pourrait les empêcher de faire cette proposition-là, c'est-à-dire basculer dans une sorte de théocratie. Cela veut dire que justement, un retour à des États non démocratiques et totalitaires. Donc le risque, il est là. Deuxièmement, je pense qu'on n'a pas touché du doigt la question justement des élections législatives. Parce que les cartes, ça nous pose des problèmes. Pourquoi ça nous pose des problèmes? C'est le seul pays où on a acheté une carte 5 000 francs CFA, ou plus. Dans tous les pays de la sous-région, la carte a coûté moins de 2 €. Donc l'argent, il faudrait, après les élections, qu'il y ait un audit sur l'argent, justement, sur les comptes publics de ce que c'est la carte électorale que disons, cet État-là a réalisé. Parce que c'est un projet. C'est un projet. Les 50 milliards qu'ils ont dit qu'ils ont dépensés. 50 milliards, hein, c'est ça, 50 milliards. Voilà. Hein? 50 milliards. Oui, 50 milliards. Je dis 50 milliards. Aurait pu servir à un fonds pour l'environnement. Parce qu'au Sénégal, le problème de l'environnement... Mais Raymond, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le problème que nous avons avec ce pouvoir, c'est que ce pouvoir-là s'en fout éperdument du raisonnement que nous, on peut faire. Vous dépensez 50 milliards. 50 milliards sur des cartes. Nous sommes là. Oui, c'est-à-dire que nous, mais il faut le dénoncer. L'issue de ce vote-là, il faut le dénoncer. Que ça les gagne ou ne les gagne pas, il y aura toujours, et je compte sur ces jeunes, en tout cas une flamme de la résistance sénégalaise. Ça, j'y compte énormément parce que je pense que justement, il y a des choses qu'il faut transmettre. Ces choses-là, c'est est-ce qu'on peut, un État, a-t-il le droit de dire que par exemple que le coût là a coûté 50 milliards sans qu'il y ait d'audit?
il va falloir auditer ça parce que c'est énorme. Parce que dans la sous-région, les cartes ont coûté moins de 2 euros. Oui, mais c'est dans Et les un... mêmes cartes. Mais Raymond, je suis d'accord, mais dans un État qui fonctionne normalement, mais sauf que le Sénégal, c'est une exception, c'est pas un État qui fonctionne dans les normes Ben voilà, donc nous de vie. avons un Parce problème. que aujourd'hui, l'Assemblée nationale, qui est quand même un organe censé avoir une certaine liberté pour, en tout cas, se prononcer sur certaines questions, ne le fera pas. Je ne suis pas sûr que, voilà, même la Cour des comptes, aujourd'hui, je ne sais pas, mais je crois qu'il y a... Mais la Cour des comptes, poserait ce problème-là si les Sénégalais poussaient, de la société civile poussaient à ce contrôle-là. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui au Sénégal, en tout cas, c'est une démission sous ces questions justement d'argent. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a comme une entente en disant, bon, ceux qui gouvernent aujourd'hui, c'est nous demain qui allons les remplacer, donc on ne va pas tous les gêner sous ces questions-là. Parce qu'on a vu que, bon, finalement, le wadisme qui a payé, il y a Karim Wade, Madame Diong, et finalement, tout le reste, tout le grand Gotha, ils sont en train de circuler tranquillement. Hein? Donc les gens maintenant se disent, dans ce pays-là, on peut spolier l'État, voler l'État, s'enrichir, mais sans que rien ne se passe. Et on l'a vu récemment avec le scandale de la douane. Les douaniers ont été simplement, bon ben voilà, mais on les a pas mis en prison. Alors, on est presque au terme de cette émission parce que ça fait quand même 2 heures, bientôt 2 heures, on est là-dessus. Alors, je rappelle à ceux qui nous suivent que notre invité c'est Cheikh Tidiane Cissé, du mouvement Agir, mouvement politique du candidat déclaré à l'élection présidentielle Thierno Bocoum. Alors, Agir, on parlait du programme de Thierno Bocoum tout à l'heure. Alors, c'est vrai que le temps est très peu pour, en tout cas, expliquer tout ce qu'il y a comme axe programmatique dans ce document. Mais je crois qu'on a fait un résumé assez intéressant en nous expliquant en tout cas les grandes lignes économiques, sociales, environnementales. Et figurez-vous qu'on a beaucoup parlé aussi de la Casamance parce qu'ils ont aussi une vision assez très très claire sur la question casamançaise. Bon, d'ailleurs, sur cette question, on reviendra parce que le président Macky Sall va en Casamance le 19, donc ce qui est en tout cas déclaré. Il fera de grandes annonces là-bas, il va promettre encore les Casamancés. Voilà, il va aller chercher la lune et le ciel pour leur donner. Ben, on verra bien tout ça, parce que pour nous, ce qui est important, c'est que voilà, quoi, que la pensée se libère, que la parole se libère, que cette démocratie, cette citoyenneté puisse s'exprimer. C'est ça. Alors, qu'il n'y ait pas de tabou, qu'il n'y ait rien du tout. Parce qu'en fait, quand vous êtes investi par, comment dirais-je, une mission publique, quand vous êtes investi par un pouvoir, le pouvoir des citoyens, ben, vous n'êtes pas vous-même, vous ne vous appartenez plus, vous appartenez au contrôle. Donc, il faut avoir un contrôle derrière ce contrôle citoyen-là qui doit quand même permettre à ce qu'il y ait cette liberté d'expression, cette liberté de penser, cette audace. Il faut qu'on ait cette, comment dirais-je, qu'on ait cette, qu'on relève un tout petit peu notre ambition citoyenne par rapport à ce contrôle-là, parce que sans quoi, c'est une catastrophe qu'on va assister, parce qu'il y en a beaucoup déjà au Sénégal. Et je crois qu'il faut plus accepter certaines choses. Donc voilà, donc je pense que vous l'avez compris, vous avez beaucoup réagi également sur les réseaux sociaux. Je suis désolé, on a souvent eu des coupures de vidéos, donc ce qui fait que vous n'avez pas assez à couper, d'autres sont partis, d'autres sont revenus. Mais quoi qu'il en soit, l'essentiel c'était effectivement, en tout cas, de donner la parole aux acteurs politiques, notamment aux partis politiques aujourd'hui qui concourent pour le parrainage et pour l'élection présidentielle, qui ont déjà un programme avec lesquels on échange. Je rappelle que nous devrions avoir ici le candidat, le représentant de Ousmane Sonko du PASTEF, malheureusement qui a eu des contretemps, n'a pas pu être là, mais on le retrouvera la semaine prochaine avec lui. On pourra effectivement aborder aussi, comme on l'a fait avec Cheikh Tidiane Cissé,
du mouvement Agir. On va parler du programme de Sonko, on va parler de sa vision, de ses actes, de sa vision programmatique. Et puis, vous pouvez aussi, à l'occasion, participer. Alors, donc, avant de terminer, je vais donner un mot de conclusion à mon invité. Comme ça, il peut-être résumera ce qu'il n'a pas pu développer ou ce qu'il n'a pas pu dire. Donc, l'aptitude effectivement de voilà. Cher Tidjane Cissé, cher Cissé, je vous laisse la parole. Et donc, pour conclure cette émission qui était très intéressante, il faut le dire, très longue, mais très très intéressante. Je crois que c'est la première fois qu'on a un invité politique qui nous parle de programme, sans propagande. Cher. Bah, en tout cas, je vais commencer par vous remercier aussi, remercier de m'avoir accueilli, remercier aussi Raymond pour la qualité de ses interventions, parce que aussi c'est intéressant d'avoir des gens en face qui sont intéressés par les sujets et qui connaissent les sujets dont ils parlent. C'est un analyste indépendant, lui. Oui. Très Oui, libre. justement, c'est pour ça qu'on le voit dans la qualité de ses interventions. Absolument. Donc oui, c'est une tribune qui m'a permis de parler un tout petit peu de notre programme. Donc on a parlé des mesures économiques, on a parlé de l'environnement, mais nous abordons beaucoup de thèmes dans ce programme-là. Et encore une fois, je le dis, dans notre vision, c'est pas un enchaînement de mesures par-ci par-là, parce que oui, c'est facile de faire un enchaînement de mesures, mais c'est une vision globale, une vision qui est nous sommes en train de dire qu'aujourd'hui, pour faire ce changement de paradigme-là, pour faire ce changement transformationnel, nous avons besoin que tout le monde comprenne que chaque élément est important. Et c'est pour ça qu'on n'a pas eu l'opportunité d'en parler, mais nous avons même parlé d'un changement de paradigme social et sociétal. C'est-à-dire que même le peuple est censé comprendre que lui-même doit participer à ce développement. Parce que si le peuple n'en est pas conscient, ce développement ne sera pas possible. Donc ça, c'est un sujet sur lequel qu'on n'a pas pu aborder, mais qui fait partie aussi de notre programme. Nous avons parlé dans notre programme, nous parlons de diplomatie, de relations extérieures et justement des questions de souveraineté. Et nous parlons aussi de la nouvelle donne, que sont les ressources naturelles. Donc, juste pour dire que voilà, il y a une approche, il y a une nouvelle jeunesse, il y a une question de renouvellement de la classe politique qui est en train de se poser. Et par rapport à ça, moi j'invite les jeunes qui sont aujourd'hui comme moi entrepreneurs, qui font autre chose, à s'intéresser à la politique, à s'intéresser à ce qui se fait dans le pays, parce que finalement, c'est pas en abandonnant le terrain à des personnes qui finalement ne sont pas capables d'élever le niveau du débat que le débat va s'élever tout seul. On est censé chacun à y apporter du soi, avec les risques qu'on connaît. Hein. On sait tous que beaucoup sont venus avec des vœux pieux, beaucoup ont espéré tout changer, mais c'était compliqué. Donc, mais on est persuadé que c'est en atteignant une masse critique de personnes responsabilisées, responsables, que nous allons pouvoir changer les choses. Et finalement, le fait de proposer ce programme-là est un premier pas pour nous vers ce changement-là. En tout cas, moi, je vous tire chapeau. Moi, je suis d'accord avec vous. Hein, je vous tire parce chapeau. qu'au moins, vous avez un programme. Il y a quelque temps, j'ai été approché par un parti et justement, je voulais savoir quel était leur programme. Et ils n'avaient pas de programme. Non, Ils non, c'est n'avaient pas vrai. de programme du tout. C'est ça. C'est le problème que nous avons au Sénégal, c'est-à-dire que maintenant, on commence par dire, oui, c'est un homme bien, mais où sont les idées? Si on doit faire la politique, c'est sur la base d'un programme. Oui, Raymond, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, d'ailleurs, en parlant de dire, tout à l'heure, vous l'avez dit, en disant, au moins, on a des jeunes comme vous, il faut vous engager dans la politique, vous allez changer la donne, tout ça. Je crois que c'est cet espoir, parce qu'en fait, voilà. J'ai l'espoir avec eux, mais sincèrement, en écoutant Cheikh Tidjane, oui. Je te dis honnêtement, je l'ai écouté, et je pense que c'est quand même intéressant d'avoir de l'espoir. Et quand j'ai écouté Cheikh, j'ai senti que au-delà de l'espoir, il y avait même une espérance. Donc, vivement que justement cette relève-là se fasse. Mais je pense que tous ces jeunes, partis, tous ces hommes politiques
qui sont sur le terrain maintenant, à savoir Sonko, Bokoum et tout, bon, devaient plutôt s'allier au lieu d'avoir des problèmes d'ego. C'est-à-dire, ils devaient s'allier pour maintenant se coaliser, avoir un seul chef et partir disons, dans la lutte ensemble. Mais s'ils sont éparpillés, divisés, justement, ben, écoute, c'est un boulevard pour l'actuel gouvernement parce qu'ils se disent justement, ils ne feront pas le poids. Et on sait qu'au Sénégal, bon, bien qu'on aura partout que voilà, mais cette fois-ci, porte plainte, tout ça, on a entendu. Mais ces discours-là, on sait que ça ne tient pas. C'est la politique des mallettes qui continue jusqu'à présent. Hein? Et franchement, nous aujourd'hui, nous sommes très inquiets. Parce que le fait d'avoir beaucoup de ressources, comme disait tout à l'heure Cher, on a beaucoup de ressources. Mais un pays qui a beaucoup de ressources et qui n'a pas une souveraineté militaire peut être envahi du jour au lendemain. Parce que les intérêts sont tels que justement les prédateurs, ils n'attendent pas de savoir qu'il y a un gouvernement ou il n'y a pas de gouvernement. C'est que les intérêts, ce sont ceux qu'il y a dans le sous-sol. Et ça, c'est un problème que nous allons vivre. Ah, et puis d'autant plus que nous avons effectivement ces ressources-là, mais nous avons aussi de l'eau, parce que le Sénégal a beaucoup d'eau. Donc ça aussi, et le 21e siècle, c'est la question de l'eau qui va se poser. Absolument. Donc on doit réfléchir sur l'ensemble de ces questions-là, les problématiser, avoir de la perspective pour notre pays, en se disant que ce que nous devons gagner comme développement, ça nous appartient. C'est, disons, ce qu'il disait tout à l'heure, que le peuple de toutes les manières est souverain et si le peuple ne se mobilise pas, rien ne changera dans ces pays-là. Absolument, absolument. Mais en tout cas, cher Tidiane, en tout cas, moi, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de participer à cet échange-là. Et je pense que vous avez été quand même, vous nous avez agréablement surpris, hein, parce que d'habitude, on entend, nous avons un candidat le plus propre, le plus ceci, le plus cela, mais on ne doit pas, la politique aujourd'hui ne doit pas se limiter uniquement, effectivement, à une personne. Ça doit être une vision qui se traduit dans des faits, dans des actes qui sont consignés dans des documents qui peuvent être disposés, que le citoyen lui-même peut avoir accès, lire, comprendre un tout petit peu un certain nombre de choses, et puis décider souverainement de dire voilà, ça me va, ça ne me va pas. Mais malheureusement, c'est vrai qu'on a tout le temps fonctionné avec des gens parce qu'on connaît tel, il a tel diplôme, il a fait telle université, mais malheureusement, on a été gouverné par des cons parce que finalement, ils nous ont conduits dans des conneries et dans des situations chaotiques que nous connaissons souvent. Alors, en tout cas, il y a de l'espoir. Il faut quand même, je rappelle à ceux qui nous suivent que pour ceux qui, en tout cas, veulent se renseigner davantage sur le programme du mouvement Agir de Thierno Bocoum, ils ont un site dédié pour ça, agir-sénégal. C'est ça, agir-sénégal.com. Voilà. Donc, vous allez avoir toutes les informations concernant le mouvement. Et après, voilà, peut-être ça vous aidera à un choix éventuellement ou à un engagement. Mais c'est déjà extrêmement important d'avoir quand même des axes de repère, de référence pour décider. Pour choisir. Parce que je crois que là, c'est un travail important qui a été fait. Donc, sur ce, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je pense que je ne veux pas vous quitter. Je voulais bien continuer cette soirée avec vous. Mais voilà, le temps malheureusement nous rattrape. On va devoir se quitter pour ce samedi. En tout cas, on se dit la semaine prochaine, samedi prochain, si Dieu le veut bien, même heure. On aura aussi d'autres invités. Certainement, ça sera avec le PASTEF de Ousmane Sonko, avec Alioune Sall, donc qui viendra effectivement, comme l'a fait Cheikh Tidiane Cissé, nous parler de son programme, nous parler aussi de leur vision, des difficultés qu'ils rencontrent, et puis voilà, de l'espoir qu'ils ont par rapport,
à ces élections-là, parce que j'avoue que ces élections-là, il n'y a pas que les partis politiques, même les citoyens sont perdus, quoi. Donc finalement, Ah oui. on ne sait Non, pas non, trop. c'est difficile, ouais, c'est difficile. C'est difficile. Les citoyens Ah, sont mais on perdus, est pris donc en du coup, otage, quoi. hein, Je du dis, coup, on est pris Effectivement. en otage parce qu'on ne sait plus quoi faire, quoi. Parce que personnellement, je suis allé 5 fois au consulat, personne n'a pu me dire qu'est-ce qu'il faut faire? quand est-ce que ma carte va arriver, quoi. Malheureusement, c'est le lot de beaucoup de Sénégalais. C'est ça, c'est ça. Et voilà, donc du coup, merci beaucoup, merci à vous tous. Et je vous Merci souhaite à en tout cas, tous. merci, bon Ouais, week-end. merci, Merci. soirée. Serge, merci Amadou. Donc, on se dit à la prochaine. À la Très prochaine. bien, Merci très beaucoup, bien. À la vraiment. prochaine, Merci beaucoup à vous. merci beaucoup. Merci. Voilà, et bonne continuation pour Serge. Bon, voilà, parce que c'est important qu'on ait, disons, des jeunes qui veulent quand même prospérer dans ce domaine-là, mais faire de la politique transparente. Et ça, je suis content qu'il y ait ce débat d'idées, quoi. Voilà, c'est bien. Merci. Voilà, c'est bien. Et bonne continuation à vous aussi. Merci en tout cas vous nous suivez depuis tout à l'heure donc sur les réseaux sociaux et puis sur www.alkuma.news. Je vous donne rendez-vous samedi prochain et je vous souhaite un excellent week-end. Merci. Bon week-end aussi. Allez. Bon week-end. Bon week-end. Allez, au revoir. Bon week-end à vous tous. Ciao. Vos auditeurs aussi. On a compris nos auditeurs aussi.